bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Tiziane. Bonjour. T'as vu, j'ai bien dit ton prénom. Parce que ce qui est drôle, et on va le dire tout de suite, comme ça brise la glace, c'est que Tiziane a fait la régie de mon seul en scène Claude pendant 1 mois et que j'ai appelé Tiziane 1000 fois. Et que maintenant je me reprends. Tu m'en veux pas beaucoup ? Non, pas du tout. C'est pas grave, super. ça m'a beaucoup C'est arrivé. un très beau nom, Tiziane. On garde ça parce que je vais te demander d'où ça vient. Voilà. Mais avant, c'est la tradition pour ce podcast bouche à bouche. Il faut définir le mot qui a terminé l'entrevue de l'épisode de la semaine dernière. Et ce mot, la semaine dernière, était force. Qu'est-ce que ça représente pour toi, force ? Je dirais la capacité à rester droit, à pas plier. Super. Donc, Et quand tu entends le mot force, c'est plutôt positif ou neutre ou plutôt négatif quand tu entends force ? C'est assez positif. Moi, je tire le tarot. Il y a une carte dans le tarot qui est la carte de la force. Et c'est bon ? C'est une femme qui tient la mâchoire d'un lion et qui la tient ouverte et qui la garde ouverte. Donc il y a une forme de puissance et de rigidité, quoi. Et finalement, Super. elle maintient plus qu'elle... Enfin, c'est pas une Elle est force pas qui sort de nulle ouais. part. C'est deux forces qui s'opposent, en fait. C'est la mâchoire du lion et celle qui écarte, quoi. Super. Et elle a quelle signification, cette carte ? La force, c'est, comme son nom l'indique, la force a priori, mais aussi la capacité à aller contre. Ça peut indiquer qu'on fait le bon choix, qu'il faut persévérer dans cette voie-là. C'est une carte plutôt positive, du coup. Complètement. Super. Sauf si elle sort à l'envers, où là, c'est plutôt un entêtement, vraiment le fait d'être buté, de vouloir vraiment aller contre, mais pour le coup, forcer. D'accord. Ah ouais, tu vois, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, le tarot. Et du coup, Tiziane, ça nous vient d'où, Tiziane, ce prénom ? Mais en fait, c'est un prénom qui est très commun en Italie. C'est Tiziana, c'est le féminin du Titien, comme le peintre. Et mes parents n'arrivaient pas à trouver de prénom. Ils sont allés à l'opéra parce que mes parents sont fans d'opéra. Il y avait une chanteuse qui s'appelait Tiziana Fabriccini. Et ils se sont dit, waouh, Tiziana, qu'est-ce que ça donne en français ? Ça donne Tiziane. Tiziane, tout simplement. Est-ce que tu aimes ton prénom ? J'aime beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps à l'aimer parce que j'ai eu beaucoup de moqueries, de gens qui n'arrivent pas à le prononcer, ou alors de Laetitia, de Tatiana. Ah ouais. Mais maintenant, je l'aime bien. Au moins, il n'y a pas 5 personnes qui se retournent c'est quand on rare. dit Tiziane dans la rue. Ouais. On entend rarement. Et du coup, comme voilà, on a fait la petite introduction, je voulais te demander, avant qu'on commence, est-ce que je dis metteur en scène avec un E ou metteuse en scène ? Je crois qu'on en a déjà parlé, mais je me souviens plus. C'était quoi ta conclusion ? Avant, je disais que à l'écrit, je mettais plutôt metteureux, parce que du coup ça se lit, et metteuse à l'oral, parce que ça s'entend pas. Mais je crois que j'ai envie de mettre metteuse partout maintenant. Partout. Voilà. Pourquoi ? Est-ce que c'est... Moi, c'est vraiment auditivement, je trouve ça bizarre. Mais c'est bizarre de trouver ça bizarre, j'entends. Mais pourquoi metteuse ? Donc t'es metteuse en scène, tu te sens metteuse en scène. Parce que metteur en scène, tu l'entends partout. Et que c'est masculin, quoi. Et que c'est masculin, et que même que quand... c'est une question de visibilité. Je pense que quand il y aura des femmes également insérées à l'endroit de la mise en scène, ça posera aucun problème de dire metteureux en scène pour tout le monde. C'est plus vraiment une question de rendre visible, quoi. Comme l'importance de dire toujours, pour moi, acteur et actrice, danseur et danseuse, de vraiment rendre ça très apparent. Différencier, ouais. Parce que je trouve qu'au niveau du langage, si je te dis les spectateurs, tu vois une chose. Si je te dis les spectateurs et les spectatrices, tu vois deux entités. L'image change quand même. Enfin, on pense dans un langage, du coup, ça a une importance en termes de visibilité. Donc je parle à Tiziane, tu vois. Non mais ça va être un blocage. C'est pas grave. Tiziane qui a mis en scène. Moi, j'ai vu une des formes. Enfin, on s'est connus du coup parce que tu fais de la régie. Aussi. Tu fais de la régie par plaisir, par envie, par comment en fait. Au début, j'ai commencé avec la création de lumière, où j'ai appris à juste créer des lumières. Et du coup, je me suis retrouvée à l'endroit de la régie, et je trouve que c'est un endroit très recentrant. C'est vraiment, ça demande une concentration
très très profondes. Je sais que parfois ça m'arrive, du coup maintenant je suis régisseuse générale dans un théâtre, et c'est vrai que même quand j'arrive dans des états pas possibles, de fatigue, de colère, tout de suite quand je suis à ma console, il y a une sorte de temps, de trou temporel, et je suis entièrement dans la concentrée concentration. sur ça. Ouais. Donc ça te plaît pour ça, pour cet pour esprit? ça principalement, et puis maintenant aussi pour l'accueil des équipes, pour les liens que ça tisse, comme ça a tissé entre nous avec Claude. C'est une rencontre qui est très intéressante à cet endroit-là, plutôt que dans l'endroit de la mise en scène qui était plutôt mon endroit de rencontre avec les comédiens avant. Là, c'est un autre ça endroit. te permet de rencontrer des gens d'une forme différente, quoi, la régie. Et c'est ce qui te permet aussi d'avoir ton intermittence, j'imagine, ou pas? C'est moitié, en gros, la moitié, c'est pas forcément que de la régie, de la création lumière, de la création son aussi. Et sinon, l'autre moitié, c'est comme assistante metteuse en scène. Ou là, voilà. D'accord. Et tu assistes quelqu'un en particulier ou plusieurs personnes? Pour le moment, principalement Thomas Quiardet, sur sa prochaine création. Il crée le dernier texte de Christophe Honoré, Ton père. Donc on a la création donc ça passera au festival d'automne à la rentrée. L'année prochaine. Ouais, en 2020, quoi. En septembre 2020, oui. Super. Et donc, ça se passe bien? T'es contente en tant qu'assistante, du coup, de mise en scène? Ça consiste en quoi, être assistante de ça mise en se scène? reconfigure différemment en fonction de chaque artiste. Après, avec Thomas, ça a été une rencontre très très forte pour le coup, où lui il cherchait une stagiaire pour compléter une autre équipe où il était seulement dramaturge. Et en fait, quand on s'est rencontrés, il m'a dit j'ai besoin d'une assistante. Et en fait, et c'est vraiment une place où à la fois il y a un côté dramaturgique, il y a un côté de regard sur les acteurs, de regard extérieur, à la fois d'organisation. J'aime beaucoup cette place parce que j'ai pas le stress ou la pression de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va réussir, parce que c'est pas mes idées, c'est pas. Mais en même temps, je donne tout pour l'encourager et je suis vraiment un soutien dans cette entreprise-là. Du coup, c'est un endroit très très motivant en fait. Où tu te sens bien. Ouais. Et à contrario, est-ce que quand toi tu fais de la mise en scène, moi j'ai vu une forme courte qui s'appelait tu me dis si je me trompe, les Vierges de Fer? Non, c'était ça. D'accord. Ouais. Super. C'était une sortie de résidence. Et est-ce que à ce moment-là, quand toi tu mets en scène ce spectacle-là, on en parlera un peu plus dans les détails, mais juste sur l'acte de mettre en scène, est-ce que il y a une pression qui est très forte au contrario d'être à la Sistana de la mise en scène? Oui, parce qu'on a très très envie que ça marche. Parfois, on force justement un peu dans l'autre sens. Après, moi, j'ai une manière de travailler où je refuse d'être tout seul, je refuse de tout porter toute seule et d'être dirigiste. Au contraire, pour moi, le plus grand travail d'un metteur en scène, c'est d'arriver à créer une équipe et d'avoir une charge également répartie sur l'équipe, que tout le monde soit également investi dans la volonté de non seulement que ce spectacle se fasse, mais qu'il se fasse dans le bonheur, qu'il se fasse dans une grande solidarité et un grand amour entre les différents participants. Tu écouteras, c'est juste avant, non, 2 semaines avant toi, c'est Claire Botalico qui, du coup, elle est jeune réalisatrice et qui a un peu le même point de vue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'espèce de réalisation tyran, tu vois, la tyrannie, puis le truc à tout prix. Au contraire, dans un esprit beaucoup plus de famille. Et du coup, effectivement, ça rejoint un peu une autre question que j'avais envie de te poser, c'est quand on fait un spectacle, donc ce spectacle-là dont j'ai parlé, Les Vierges de Fer, c'est sur les femmes. Tu veux en parler? Tu en parleras mieux que moi. Oui, qu'est-ce qui... C'est, on peut dire que c'est sur les femmes iraniennes. C'est une tentative de rendre visibles différentes femmes iraniennes, mais par un petit trait particulier qui est celui d'un échange entre une comédienne française et une comédienne iranienne. C'est-à-dire que c'est pas seulement une plongée dans leur réalité, mais aussi comment on plonge, comment une femme française telle que Pauline, la comédienne, telle que moi, on peut appréhender ça, comment on peut se faire, non pas porte-parole, mais presque haut-parleur de ces discours-là, de ces portraits-là, sans s'approprier quelque chose, sans penser à leur place. Comment est-ce qu'on peut rendre juste leurs mots tels qu'ils sont? Est-ce que c'est possible? Et du coup, ça aussi, ça devient un travail documentaire sur le documentaire lui-même. Est-ce que c'est toujours neutre? Comment on s'engage, même si on est en France, même si on est dans une toute autre réalité, vis-à-vis de ces femmes-là? Parce que tu t'ancres
volontairement ou parce qu'on te le demande dans le théâtre documentaire? Est-ce que on te dit, bon, tu parles des femmes iraniennes, donc on rentre dans une forme de théâtre documentaire, ou est-ce que c'est une volonté de ta part? Non, au départ, je voulais travailler à partir d'un roman qui s'appelle Les putes voilées n'iront jamais au paradis de Shador Javan, qui est une autrice iranienne, qui a quitté l'Iran il y a 30 ans, qui s'est exilée au moment de la Révolution, enfin peu après la Révolution. Et elle traite d'un fait divers qui a eu lieu dans les années 2000, à Mashhad, qui est la deuxième ville du pays, qui est la plus religieuse. Et il y a une sorte de Jack l'Éventreur qui a commencé à massacrer toutes les prostituées. Mais t'en parles un peu dans ton spectacle, voilà. Il me semble. On parle du fait divers. Et elle, dans son roman, elle a redonné la parole à chacune de ces prostituées mortes en fictionnalisant, en imaginant leurs paroles. Et au départ, je voulais monter ce texte. Alors, non seulement j'ai pas eu les droits, et puis c'est une écriture romanesque, donc c'est un peu manichéen. Et puis elle a quitté l'Iran, donc il y a cette blessure de l'exil aussi qui existe dans le texte. Et je me suis dit que non, j'avais vraiment envie de parler de maintenant tout de suite, que le spectacle évolue au fur et à mesure de l'actualité, là tout de suite, et que ça puisse être une forme très mouvante et beaucoup moins dans la prise de parti, mais beaucoup plus dans le regard porté sur, dans l'écoute, et que tout doit se reconfigurer tout le temps au fur et à mesure où on prend connaissance des choses, où on en prend conscience aussi. Et tu as de l'accès à l'information. Déjà, il y a une comédienne qui est iranienne. Hein. Oui, c'est ça, Shakiba. Ouais. Ok, super. Qui a de la famille là-bas en fait, est-ce que elle, c'est une source d'information réelle sur ce qui s'y passe actuellement? Parce que du coup, t'as pas pu y aller. Hein. Tu voulais y aller, mais t'as pas pu y aller. On devait partir en début d'année et vu la situation actuelle en Iran, ça n'est absolument pas possible, non seulement pour nous, mais pour ne pas mettre en danger des gens là-bas. Si je le rappelle, c'est quand même, il y a un moment où le gouvernement a coupé Internet dans tout le pays et la police a tiré à balles réelles sur les gens. Il y a quand même eu 250 morts. Donc c'est un vrai danger. Et on voulait ça sert à rien de faire un spectacle où les gens sur lesquels on travaille finissent par mourir. Donc on a cette source d'information-là. Après, les femmes iraniennes travaillent beaucoup avec les réseaux sociaux dans leur lutte, de manière très intéressante. C'est-à-dire, elles vont filmer ou leurs agresseurs, ou se filmer en train d'enlever leur voile dans la rue, mais dans des endroits qu'on ne peut pas reconnaître. Donc du coup, c'est une forme de communauté qui est impossible dans la vie réelle et qui se crée sur les réseaux sociaux. Du coup, ça, c'est une forte source d'information. Après, c'est aussi beaucoup de films documentaires, Notre comédienne iranienne aussi est partie l'an dernier, l'été dernier, là, en 2019, en Iran, et a réalisé pas mal d'entretiens avec des femmes à Mashhad. Mais c'est sûr que là, pour la première partie du spectacle, comme on ne peut pas partir, on travaille vraiment une sorte de diptyque avec une première partie sur ce regard de loin, étranger pour nous et en exil pour Shakiba. Et dans une deuxième partie, on envisage justement d'aller sur le terrain une fois que ce sera calmé. Donc d'être plus dans le documentaire. Parce que là, ça pourrait s'apparenter presque à la fiction. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et je crois qu'on en avait parlé, c'était justement le fait que ton actrice iranienne joue beaucoup le fait qu'elle déjà elle aime son pays et que c'est pas genre je suis partie et je suis en guerre contre un pays, pas du tout. Et même au niveau de la religion, tu vois, elle a rien contre la religion. Il y a un truc qui est très juste et très anecdotique que je trouvais intéressant, mais qui est du coup pas forcément ce qu'on attend d'un théâtre documentaire où on dit voilà les faits. Il y avait un truc très joyeux en fait au final sur l'amour du pays. Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est elle qui t'a apporté ça. Ce qu'on essaie de construire, c'est vraiment un théâtre documentaire mais subjectif, où justement on n'a pas voulu prendre les faits. On a voulu prendre les faits uniquement pour illustrer les histoires personnelles dont on parle. On voulait pas plaquer des grands schémas prépensés sur la situation, mais au contraire partir de plein de situations individuelles qui, en se croisant au fur et à mesure du spectacle, puissent construire une compréhension anodine entre guillemets, mais qui crée une situation. Et tu travailles. Est-ce que c'est une volonté de travailler qu'avec des femmes sur ce spectacle-là ou pas du tout? Au départ, au plateau, évidemment, ça c'était vraiment. On m'a beaucoup fait la critique de pas représenter les hommes au plateau, que c'était peut-être une parole importante. Et c'est un choix que j'ai fait, que je voulais pas qu'il soit présent. Finalement, il y a des paroles d'hommes qui sont rapportées, mais c'est Nabila Mekid, qui est chanteuse et musicienne qui joue en live, qui prend en charge cette parole. Parce que oui, la non-mixité, c'est aussi un espace important à défendre. C'est un espace où où certaines paroles peuvent mieux sortir, peuvent mieux s'entendre. Et même dans le processus de travail, on s'est rendu compte que, étant
5 femmes qui travaillent ensemble de 8h à 18h. Ça ouvre un discours, ça ouvre des impensés. Et tu penses que la présence d'un homme vous bloquerait ça? C'est une vraie question. Tu penses que ça pourrait engendrer des blocages pour votre liberté de parole? Ça dépend à quel homme. Bien sûr, moi, ça m'arrive souvent de me retrouver dans des situations avec des hommes et des femmes que je connais. Et quand c'est des gens déconstruits, intelligents, je me sens pas du tout menacée. Après, pour le coup, il n'y avait pas forcément de rôle à remplir par un homme dans ce spectacle. Et si j'avais casté un comédien de l'extérieur, ça aurait pas été possible. Voilà. Alors que Shakiba est là parce que depuis le début elle est là, que Pauline est là depuis le début qu'elle est là, j'aurais pas voulu introduire cet élément vraiment étranger par rapport au plateau. Et après, pour le reste, ça s'est fait sans faire exprès, en fait, parce qu'il y a beaucoup de créatrices, parce qu'il y avait Nabila, parce qu'il y avait Charlotte, qui est la créatrice vidéo, et qu'en fait, je trouve que quand il y a des spectacles qui sont à majorité masculine... On pose pas la question, c'est ce que tu veux dire. et aussi, de un, on pose pas la question, et de deux... ça paraît normal, alors qu'en fait, il y a tellement plus de créatrices que de créateurs que quand il y a un spectacle où il n'y a que des hommes, ou quand il y a une majorité de metteurs en scène, c'est forcément que c'est fait exprès. Par rapport, en termes de statistiques, de pourcentage, ça ne marche pas. Oui, j'entends. Non, mais c'est très intéressant. Et tu as des nouvelles actualités avec ce spectacle? Parce que moi, j'avais vu du coup une sortie de résidence. On explique vite fait la résidence au cas où. C'est un podcast de rencontres artistiques, mais la résidence, c'est un temps de travail qui t'est accordé par un lieu et qui te donne accès à une sortie de résidence où tu invites des gens, en gros. Oui, et puis l'idée, c'est de s'isoler, de travailler un peu pendant une semaine en continu, de manière un peu intense, quoi. Voilà. Et du coup, là, tu as d'autres actualités sur ce spectacle-là ou... Alors, on présente la même maquette que tu as vue en mars, le 7 mars, au Centre Anime d'Aviel, pour... la journée internationale pour les droits des femmes. Ok. Et c'est un jour en avance, mais et le 11 mai aussi à la Ferme du Pire à Villeneuve-d'Ascq. Et ensuite on aura un temps de résidence en juin, un temps de résidence en septembre à Lille. Et ensuite la création devrait se faire fin 2020. Donc du coup ce serait un spectacle complet, fini, fin 2020. Voilà. Où tu vas chercher une programmation. Exactement. Ouais. On cherche déjà beaucoup de programmation, là on rencontre différents lieux. T'as des rêves? Est-ce qu'on peut rêver ensemble? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce spectacle-là en termes de lieu? S'il y a quelque chose qui te dit waouh, j'adorerais avoir ce type de lieu. Tu y as pensé ou peut-être pas? Oui, moi j'aimerais beaucoup. Ce spectacle, son intérêt c'est de jouer dans des lieux non dédiés. Donc rencontrer des publics qui sont pas des publics habituels, aller dans des espaces de sport où le corps des femmes est pas évident. Et plutôt aller vers les publics. S'il y a un lieu où j'adorerais jouer, c'est l'atelier 210 à Bruxelles, qui encourage vraiment des spectacles non seulement politiques, qui n'a pas peur de l'engagement politique, et qui est très proche de ses publics et qui crée vraiment à chaque fois autour de beaucoup de spectacles des moments de rencontre, des moments de débat. Oui, c'est ça que je voulais te demander. Ouais. Est-ce que l'idée d'accompagner le spectacle d'un débat, parce que je pense que c'est important, et même si tu fais... il y a une partie quand même un peu pédagogique, en tout cas dans la forme que j'ai vue, où tu t'expliques qu'en fait on connaît pas, et c'est vrai, tu vois, on connaît très peu, à part quand on est spécialiste de ce sujet-là, l'Iran, parce que tu vois, c'est loin en même temps, c'est proche, mais c'est loin. Mais je trouve que ça serait presque intéressant en fait d'avoir un historien, ou enfin tu vois, quelqu'un qui puisse réellement être un expert. Ou pas d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si c'est important, mais ça peut être intéressant de créer débat autour de la pièce. Est-ce que c'est une volonté? Oui, c'est même une condition assez sine qua non qu'on veut construire autour du spectacle. Non seulement après, pour nous ça nous paraît indispensable, après voir qui on a sous la main, effectivement, soit un historien, mais même une association, une maison des femmes. Est-ce qu'on le fait sur l'Iran? Est-ce qu'on le fait sur les femmes en soi? On peut varier, mais effectivement, je ne sais pas si on joue 2 semaines, j'aimerais bien que chaque soir, il y ait un débat avec une personne différente. Ce serait génial, même un philosophe. Tu vois. Voilà, quelqu'un qui donne à penser, puis de manière large, pas juste sur le spectacle, mais voilà, d'avoir une action culturelle comme ça. On pense aussi à présenter le spectacle dans des lycées. Est-ce qu'on pourrait tester notre protocole de recherche aussi dans des ateliers avec soit des femmes, dans des maisons des femmes, soit dans des centres sociaux. Enfin, pour nous, c'est très très important que ce soit pas juste un objet ancré dans le social. social, quoi. Oui. Dans la vie et et ancré dans l'endroit où on joue aussi, de pas être un spectacle qui passe, qui joue et puis qui s'en va et qui continue sa tournée, d'essayer d'avoir
donner et de recevoir avec les publics. Et est-ce que tu as d'autres projets ou tu es que sur celui-là en ce moment en tant que metteuse en scène? En tant que metteuse en scène, pour le moment, je suis juste sur celui-là. C'est déjà beaucoup. J'essaie de faire une chose à la fois, au moins une par activité que je fais. Ça sera déjà pas mal. Et puis, comme je suis assistante metteuse en scène aussi, ça me prend du temps. Beaucoup de temps. Et est-ce qu'esthétiquement, tu peux définir, est-ce que déjà l'esthétique t'intéresse dans la mise en scène ou pas forcément? Et d'ailleurs, je sais que tu as étudié la mise en scène, toi. Oui, j'ai fait le Master Pro de mise en scène de Nanterre, l'Université de Nanterre. Est-ce que c'est une belle formation? Oui, surtout moi j'ai eu la chance de la faire dans sa toute nouvelle formule. Maintenant, ça fait 4 ans que ça existe, où j'ai fait mon premier et dernier semestre à Nanterre et mon deuxième et troisième à l'ULB à Bruxelles. Et ça, c'était incroyablement éclairant. J'ai découvert un autre théâtre, une autre manière de voir les choses, et ça m'a vraiment construite, ce double cursus. Ça m'a vraiment Donc tu conseilles à qui peut y avoir il y a un concours d'entrée pour ce master-là. Du coup, ce master-là s'appelle Master de dramaturgie comparative. Enfin, voilà, en gros, c'est une formule Erasmus. Et ça vaut vraiment la peine. Je crois que c'est ou Francfort, ou Helsinki, ou Bruxelles. Et dans tous les cas, sortir de sa zone de confort en termes artistiques, c'est toujours bon. Bah oui. Voilà. Génial. Et du coup, est-ce que après cette formation, donc bon là tu es sur les Vierges de Fer, mais est-ce qu'esthétiquement, quand on fait de la mise en scène, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Est-ce que là, maintenant, tu pourrais nous dire, oui, moi je sais, par exemple, que j'adore utiliser la vidéo, ou que est-ce qu'il y a une esthétique qui commence à ressortir de ce que t'as, de tes envies, ou pas encore? Ce qui ressort, ce que j'ai l'impression de retrouver, parce que j'ai fait des formes très très différentes. Ma forme précédente, c'était Voyager, un spectacle qu'on a emmené à Avignon, qui était un texte beaucoup plus poétique, écrit par une autrice, avec du masque, de la danse, de la musique, qui pluridisciplinaire du coup. Ouais, complètement pluridisciplinaire, qui abordait la question de l'aliénation au travail à travers l'histoire de 4 fossoyeurs qui creusent un peu jusqu'à la fin du monde, qui sont déjà en enfer, mais du coup c'était très métaphorique, très différent d'un théâtre documentaire. Mais ce qui rassemble, je dirais que c'est un rapport à l'étrange, à l'étrangeté, à la fois dans l'étrange, le bizarre, mais à la fois l'étrange, ce qu'on ne connaît pas, une volonté d'expérimenter toujours par rapport à ce qu'on ne connaît pas, à étirer les choses, à aller vraiment voir. Moi, avec les actrices, je leur demande souvent d'étirer les gestes, d'étirer les regards, de voir où est-ce que ça casse, où est-ce que c'est l'insoutenable, où est-ce que c'est même dans des choses qu'on ne comprend pas. Oui, du coup, c'est une esthétique qui est plus, on pourrait presque appeler ça spirituelle, quoi, dans l'idée où ta démarche, c'est d'aller vers l'étrange et donc ce que tu ne connais pas, même pour toi en tant que metteuse en scène. Ouais, j'aime beaucoup expérimenter des choses très très différentes. Il n'y a pas un truc où tu te dis, je sais pas, par exemple, il y aura toujours du vert dans mes créations, t'es pas encore là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours des textes contemporains. J'aimerais dire, j'ai pas envie de me fermer de porte, mais sûrement qu'il y aura peut-être toujours ou quasiment toujours des textes de femmes, parce que pour le moment c'est quand même ça. Important. J'ai monté 2 autrices et là c'est texte collectif de femmes. En tout cas, j'ai l'impression que la partie féministe, de près ou de loin, que ce soit du côté de l'équipe ou sur le plateau, elle sera toujours très présente. Et puis la pluridisciplinarité, ça c'est vraiment aussi quelque chose où je sais que je ferai jamais un théâtre de texte, je ferai jamais. Mais c'est de ma formation aussi que j'ai commencé avec la musique et la danse, pas avec le théâtre. Et c'est ça qui m'intéresse. J'envisage jamais de commencer un projet avec juste des comédiens ou des comédiennes. Tout de suite, je pense créatrice ou créateur son, créatrice ou créateur lumière, la scénographie. C'est un ensemble, quoi. Tu vois pas ça comme une performance d'acteur. C'est pas ce que tu recherches. Non, c'est vraiment une rencontre entre des gens qui font différentes choses et du coup c'est pluridisciplinaire, mais c'est pluridisciplinaire dans ce qu'on voit sur le plateau, quoi. Et dans l'échange aussi. Oui. Bah, c'est bien, ça me donne maintenant accès à ton moment libre. Donc tu es libre, tu peux, voilà, c'est ton moment. Tu me dis ce que tu as envie de me dire, ou on peut méditer, c'est ma petite blague. Voilà, tu as pensé à quelque chose ou... Oui, non, je pensais à quelque chose aussi, parce qu'on a travaillé ensemble, notamment, on a eu un rapport au travail particulier ensemble, puis je sais aussi qu'on est tous les deux des très très gros bosseurs, et c'est un peu un questionnement qui m'anime en ce moment.
c'est une question très forte en ce moment, le travail, avec les grèves, avec le droit aux retraites. Moi, c'est une des questions qui me tiennent très à cœur. Et j'ai l'impression que dans le domaine artistique, on a tendance à reproduire des questions de production, d'efficacité, d'ego, de valorisation par le travail. Et je me questionne beaucoup en ce moment sur cette place-là, sur la distance qu'il y a à prendre, sur quel équilibre on construit pour sa vie. Est-ce qu'il faut mettre le travail au centre ? Surtout, nous, c'est difficile parce que c'est beaucoup un travail passion. Donc, on est capable de travailler sans limite. Quel est le bon équilibre ? Comment est-ce qu'on pourrait trouver une manière d'exercer notre travail en le laissant aussi être nourri de notre vie tout autour ? Comment et en laissant pas des contraintes de production, des contraintes techniques nous couper de ça. Oui, mais c'est vrai qu'il y a... Enfin, on parle d'aliénation au travail et après, enfin, faut toujours remettre en forme, j'allais dire, mais remettre en parallèle ou en perspective, voilà, c'est le bon terme, avec quelqu'un qui est à l'usine, tu vois. Je veux dire, on s'use au travail parce qu'on l'a choisi. Voilà, ça reste un choix. C'est ce que j'essaie de me dire toujours. Après, ça, c'est la version ça va. Tu vois, genre, ben oui, mais tu l'as choisi. Et après, il y a aussi l'idée où, quand réellement tu es animé par une envie artistique, tu l'as choisi, mais jusqu'à quel point tu choisis ta dépression si tu ne le fais pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a ce rapport-là, mais il y a aussi un rapport qui est très violent, où il n'y a pas de place. Moi, je trouve que ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'il n'y a pas de place et il n'y a pas de temps. Pour la jeune création, c'est incroyable. Tu fais, je sais pas, là j'ai un exemple précis, 57 mails et tu as 17 retours négatifs où on te réfère à rien. Tu vois, donc il y a un truc où effectivement, ça te bouffe parce que tu te dis, il faut que je trouve des solutions pour même pas avoir de l'argent pour faire, mais juste pour pouvoir faire. C'est la temporalité aussi qui est étrange. C'est aussi un rapport au temps où on construit des programmations, mais 2 ans, 3 ans à l'avance. Et après, on demande de construire un spectacle en 7 semaines. 7 semaines, c'est rien du tout. Et après, du coup, ça crée, même par rapport à sa vie propre, j'ai l'impression que ça crée un rapport au temps très, très distendu. Pour créer un espace, en fait, pour créer des espaces, il faut qu'on les ait offerts à nous, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on te dit... oui, c'est bien, ou tu vois, c'est bien, il faut faire, mais tu as ne serait-ce que la résidence, tu vois, c'est génial. Tu as 7 jours, puis tu présentes un truc. Tu as des programmateurs qui viennent, mais forcément, c'est pas prêt. Bah oui. Enfin, il y a un truc où, après, l'adrénaline, elle est intéressante, mais quand tu sais qu'au final, tu es dans un secteur. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de bienveillance, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le risque. Il n'y a pas beaucoup de risques dans notre milieu, à part pour les jeunes, et financièrement, c'est nous qui prenons les risques. Oui. Mais tu n'as pas de grandes salles qui disent « Ah ben tiens, les Vierges de Fer, pourquoi pas ?» On prend le risque. Mais aussi des questions d'argent derrière, les budgets baissent, donc s'ils ne remplissent pas, c'est grave pour eux. Mais oui, il devrait y avoir un créneau comme ça. Et il y en a, et ça existe, après peut-être en dehors de Paris. Moi, je trouve que c'est aussi la décentralisation culturelle, elle est imminente et elle est urgente. Et ma compagnie, elle est implantée dans les Hauts-de-France. Et quand on voit la différence entre avoir rendez-vous 2 heures avec des programmateurs et des programmatrices qui vous regardent, qui vous écoutent, tous ces professionnels, et Paris où on va courir après des gens qui ne viendront jamais et où de toute façon il y a beaucoup trop de monde au portillon. Oui, c'est vrai que casting, il y a tout. Ici, il y a tout. On peut être sûr qu'il y a tout. Mais en même temps, il y a tout le monde. Oui, c'est ça. Et du coup, mais après, c'est enrichissant. Mais effectivement, quand tu me dis l'épuisement, c'est le risque et la réponse, malheureusement, je ne l'ai pas. Même dans le rapport au public, quoi. Moi, ça m'épuise que ce soit toujours les mêmes personnes en face. J'ai envie d'investir d'autres lieux, d'investir d'autres endroits, de sortir de Paris. Ouais, va pas à l'Odéon, hein, du coup. Moi, non. Je vais à l'Odéon de temps en temps, j'avoue. Parce que je veux voir le théâtre qui a de l'argent. Et ça m'intéresse aussi de me dire voilà à quoi je peux peut-être rêver un jour, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas le voir, pas critiquer sans l'avoir vu. Ouais. Et c'est vrai que c'est triste, quoi. Tu vois, tu peux compter les personnes qui ne sont pas blanches, tu vois. Oui. Tu te dis mais c'est pas normal. Quand il y en a. Quand il y en a, généralement ça va. Là ça commence un peu... Voilà. Mais même je suis généralement plus jeune. Vraiment, à part quand c'est des scolaires, quoi. Donc oui, c'est un chantier qui reste à
C'est juste avoir des métiers artistiques qui sont encore pris dans des contraintes d'exploitation et d'économisation. On devrait être les premiers à vouloir se débarrasser de ça. Serrons-nous la main. Non mais oui, pour moi c'est primordial. Tu vois, il y a un truc où quand on parle que d'économie et de rentabilité d'un spectacle et de qu'est-ce que ça apporte. Bon là moi je travaille sur un truc, je t'en ai déjà parlé, comme ça on finit, on verra, on discute encore, mais non, sur la prévention du suicide. Et j'ai vu d'autres initiatives et la réponse des spécialistes, c'est oui, concrètement, combien de personnes ont été touchées par l'action et quel est l'effet direct sur la population qui a fait l'atelier de théâtre, par exemple. Et tu me dis, mais vous parlez en quel langage ? Vous faites de la prévention pour le suicide, mais c'est du rendement. Oui, c'est ça. Combien de personnes ont été touchées ? Combien ça a coûté, combien on a gagné, combien tu te dis mais on parle d'humain, on parle que d'humain. C'est pas possible d'avoir un discours de gestion économique face à une population humaine. Il y a une incohérence, quoi. C'est une logique aussi dans le théâtre privé, c'est très prégnant de est-ce que ça marche pas. Oui, mais après, c'est une réalité dans laquelle on s'intègre et on est, quoi. Tu vois, je veux dire, si on n'a pas d'argent, là, on n'est pas ici. Tu vois, on mange pas. Il y a tout un truc. Mais quand on se met à râler, quand j'entends qu'on râle parce que l'Opéra de Paris doit annuler 3 productions de l'année prochaine à cause des grévistes. Et quand j'entends ça, les gens qui accusent les grévistes d'être la cause de l'annulation de 3 opéras, je trouve que c'est le signe qu'on est dans une urgence où des artistes arrêtent de travailler parce que justement ça n'a plus de sens et où tout ce que le public continue à voir, et quel public, c'est qu'on va annuler des opéras au lieu de voir des artistes qui s'engagent pour alors qu'ils ont choisi leur métier, choisissent de s'arrêter. Bien sûr. C'est d'autant plus fort de leur part. Ouais, on est d'accord. on est parti dans une discussion engagée. Et très politique. Mais non, mais pourquoi pas ? C'est intéressant, ça nous anime aussi, dans tous les cas. Et pour finissons sur... je vais te demander... j'improvise toujours cette dernière question. Je vais te demander... On va faire quelque chose de lumineux, parce qu'on a parlé de choses un peu dures. Je vais te demander le plus bel instant de théâtre de cette dernière année, en un mot. Ça peut être pas forcément un nom de pièce, mais le plus bel instant de théâtre que tu aies vécu. C'est pas facile en un mot. Mais le premier qui te vient, si ça fait pas de sens, c'est pas très grave. Plus bel instant. Ça peut être un nom. Ça peut être un nom. C'est Romain Gary. Romain Gary. On va finir sur Romain Gary. Bon courage pour le prochain. Non, il devra me dire. Romain Gary. Romain Gary, c'en est 2 du coup, mais on va considérer que c'en est un. C'est une entité. C'est parfait. Merci beaucoup, Ticiane. Merci à toi, Gauthier. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.